Valentine Auberti de l'Air Libre, tu vas nous parler d'un sujet qui fait débat en ce moment, le pass sanitaire. Son principe a été adopté. Oui, le pass sanitaire figurera bien dans la loi dite de sortie de crise sanitaire présentée par le gouvernement et adoptée par le parlementaire. C'est dans l'article 1er. À compter du 2 juin et jusqu'au 15 septembre, le Premier ministre peut, par décret, imposer aux personnes souhaitant se déplacer de présenter soit le résultat d'un test au Covid négatif, d'un PCR négatif, soit le justificatif d'une vaccination ou encore un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19. Donc très concrètement, on devra fournir, pour entrer par exemple dans un concert de plus de 1000 personnes, puisque la jauge a été fixée à 1000, un papier qui dit qu'on est négatif ou qu'on est vacciné, ou bien un QR code, ça ressemble à un code barre, avec ces infos qui sera scanné à l'entrée de ce concert. Alors le pass sanitaire, il est largement débattu un peu partout. Dans les médias, le gouvernement vante son mérite. Le pass, c'est un sésame vers la liberté. C'est-à-dire que là, on a prévu pour le 9 juin de rouvrir les événements, les grands événements jusqu'à 5000 personnes. Sans le pass, nous ne pourrions pas le faire. Et il rame Cédric O parce que sur les plateaux télé, chacun y va de son Moi, avis. je suis totalement contre le pass sanitaire. On va diviser les Français. Le bien fondé sanitaire. Je pense pas qu'il y en ait. Ah bon? Ah bon, moi c'est réglé. Opposition aussi dans la rue. Il y a 10 jours, cette manif à Paris confidentielle, 200 personnes à peine, mais bruyante, avec Jean-Marie Bigard, qui ne vient jamais sans sa vulgarité insultante. Ce rassemblement donc où la presse a été traitée de collabo. Merci beaucoup, merci de l'accueil. À ce rassemblement, il y avait notamment le vice-président UDI du Sénat, un élu donc, Vincent Delahaye, aux côtés d'Alexandra Henrion-Claude, une généticienne devenue égérie des anti-vaccins, car souvent ça se recoupe. Très clairement, le vaccin montre non seulement son danger, son absence de nécessité et son absence d'efficacité. Alors, au-delà des outrances ici et là, des théories du complot plus ou moins vives, dans le champ politique et universitaire, il y a des voix qui s'élèvent avec des arguments de droit, des arguments juridiques pour alerter sur ce pass sanitaire. Ce qui gêne, c'est d'abord la méthode. Ce pass sanitaire, dont le gouvernement parle pourtant depuis longtemps, n'a pas été inscrit dès le début dans le projet de loi, mais inséré via un amendement en séance. Vous y étiez, j'imagine, pendant que c'était débattu. Ce qui pose problème, selon la professeure de droit qu'on a interrogée, Stéphanie Hennette-Vaucher. Il n'y a pas d'étude d'impact et donc c'est quelque chose qui est quand même assez problématique au regard d'une disposition qui, quoi qu'on en pense, est une disposition qui institue une restriction inédite aux libertés, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de conditionner l'accès à un certain nombre de lieux à la preuve d'un état de santé. Or, évidemment, les données de santé sont des données particulièrement sensibles et c'est très frappant qu'une instance comme la CNIL, par rapport à une restriction aussi inédite qui tombe pile dans son champ d'exercice, n'ait pas été mobilisée avant une date très tardive dans le processus parlementaire. Et ça, vous pensez que c'est à dessein ? Je ne sais pas si c'est à dessein, en tout cas c'est véritablement typique du gouvernement par l'état d'urgence, où on voit sur d'autres sujets, sur les questions de prolongation de l'état d'urgence par exemple, il a fallu que le président de la CNCDH et puis la défenseur des droits manifestent leur consternation au fait d'être laissé de côté de toute une série de discussions. On voit que le gouvernement agit vraiment de manière très solitaire. C'est vraiment l'état d'urgence, concentration du pouvoir exécutif et mise de côté de beaucoup d'instances de conseil, notamment en matière de droits et libertés. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, elle déplore que dans la loi ne figure aucun aspect concret, technique de la mise en place du pass sanitaire, aspect concret derrière lesquels se cache un enjeu politique. Le gouvernement expliquait dans l'exposé des motifs qui accompagne l'amendement qu'il y aurait probablement une jauge à 1000 personnes, mais cet élément de précision n'a jamais pu être inséré dans la loi, en dépit de nombreuses initiatives de parlementaires en ce sens. Il y a d'autres propositions qui ont été faites, un critère de densité, des critères selon que le rassemblement a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur. Toutes ces précisions ont été rejetées. Donc on reste avec un texte de loi qui fait référence par exemple à des activités de loisirs sans qu'on sache exactement ce à quoi ça correspond. Côté politique, donc, des députés dont votre groupe à l'Assemblée, Éric Coquerel, ont fait un recours au Conseil constitutionnel pour pointer les imprécisions et les ambiguïtés du texte voté. Recours en partie balayé. Le Conseil constitutionnel valide à peu près toutes les dispositions de la loi, sauf
un point sur lequel il émet une réserve d'interprétation, demandant que s'agissant des données transférées, il faut retirer du système de données de santé les coordonnées des patients, c'est-à-dire le numéro de téléphone ou mail, décision qui déçoit la Ligue des droits de l'homme. D'une part parce que c'est une source de discrimination, et d'autre part c'est parce que l'ensemble avec Stop Covid ou Tous Anti-Covid, c'est donner l'habitude aux gens de se faire surveiller volontairement. Donc pour nous c'est un problème. Vous êtes déçu par la décision du Conseil constitutionnel ? Ah oui, complètement, oui, tout à fait. Le fait que les données de vaccination soient intégrées dans le SNDS, donc le Système national de données de santé, le fait que normalement la CNIL avait demandé que les données soient effacées au bout de 3 mois ou à la fin de la pandémie, et là le Conseil constitutionnel valide l'intégration dans le système de données de santé pour 20 ans. Alors, la décision du Conseil constitutionnel, elle se situe dans la lignée de celle du Conseil d'État qui se sont succédées depuis un peu plus d'1 an et demi, tendant à valider les décisions de l'exécutif. Ce qui fait dire à notre professeur de droit, Stéphanie Hennette-Vauchez, que ce gouvernement sous état d'urgence n'est pas anodin. Le Conseil constitue s'habitue finalement à ce gouvernement sous état d'urgence ? Je ne sais pas si le Conseil constitutionnel s'y habitue plus que d'autres. Je crois que, en fait, ce dont il faut bien prendre conscience lorsque on va vers 18 mois d'état d'urgence sanitaire, seulement 2 ans après avoir déjà eu 2 ans d'état d'urgence sécuritaire, c'est qu'en réalité, tout le monde s'habitue au gouvernement par l'état d'urgence.